Merci, bienvenue pour cette leçon de cinéma, comme on dit. Voilà. Cédric Kahn. Oh là là. Ça commence mal. Si, mais... C'est un peu les termes génériques. Alors je rappelle en tout cas tout le contexte, hein, la rétrospective qui a commencé lundi dernier avec l'avant-première du procès Goldman qui est toujours évidemment dans les salles si vous ne l'avez pas vu, évidemment. Et elle se poursuit jusqu'au 5 octobre avec l'avant-première de Making of. Donc c'est votre tout dernier film, Cédric Kahn, qui était présenté au Festival de Venise et puis qui va sortir le 10 janvier dans les salles. Et voilà, c'est quelque chose d'assez fou. D'ailleurs, ça ne nous arrive pas tous les jours à la Cinémathèque de commencer et de finir une rétrospective avec des films nouveaux. Donc c'est voilà, assez chouette, c'est inédit. C'est fou pour moi aussi, j'ai fait 2 films dans la même année. Je suis très fatigué. Ouais, non, mais voilà, c'était une année exceptionnelle. J'ai tourné en janvier, février Making of, puis j'ai tourné en mai Goldman, j'ai commencé à tourner, et j'ai monté, j'ai tourné, monté, donc on a enchaîné les 2 montages avec Yann Dedé, qui va arriver pour présenter l'ennui. Et donc c'était un peu fou quoi, de passer d'un film à l'autre comme ça, et maintenant je me retrouve dans la situation de faire la promotion des 2 films quasiment en même temps, enfin l'un derrière l'autre. Voilà, je le referai pas, mais je l'aurais fait une fois. Alors je rappelle aussi, mais Juliette vous l'avez dit tout à l'heure, que plusieurs séances sont présentées, notamment tout à l'heure donc l'ennui par Cédric, mais aussi par Yann Dedé et Sophie Guillemin aussi qui sera là. Voilà, Demain Feu Rouge, voilà, l'adaptation de Georges Simenon qui sera présentée ici par Gilles Marchand, qui a co-signé le scénario. Anthony Bajon mercredi à 18h30 pour la prière. Voilà. Donc on va commencer à dialoguer, puis dans un deuxième temps, évidemment, si dans la salle il y a des questions, bien sûr, vous aurez la parole. Alors je vais revenir sur une phrase que vous avez dit dans un entretien avec Quentin Mével qui est très raccord avec l'idée de rétrospective. Je n'ai qu'un souci de m'inscrire dans ma propre histoire, que les films correspondent au moment où je les fais. Et c'est une phrase intéressante, évidemment, quand on organise une rétrospective de vos films, de voir un peu qu'est-ce qui correspond à quel moment de votre vie et comment vous regardez ça aujourd'hui. Je pense que j'ai dû dire ça en réponse au fait que quand on parle de tous les films, donc le principe de la rétrospective, on se met à être dans un chemin antérieur en fait. Et je voulais dire que moi, je faisais vraiment du cinéma au présent, quoi. C'est-à-dire que je me projette toujours dans le film d'après, je me dis que ce que je vis, qu'est-ce qui correspond à ma vie maintenant. Donc voilà, donc je suis jamais dans un chemin arrière, donc c'est un exercice. Justement, quand on a fait ce livre avec Quentin, il voulait repasser sur tous les films et on a fait sur chaque film un grand entretien. Et voilà, c'est un exercice qui est à la fois émouvant, nostalgique et un peu flippant aussi, et un peu difficile, pas simple. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va le faire un peu différemment, on va pas faire film par film, parce que là... Non, mais c'est ce qu'on appelle l'introspection, le retour sur soi ou sur le travail. Bon, en plus, moi, personnellement, j'ai jamais fait de psychanalyse, pas encore. Voilà, mais donc c'est pas quelque chose qui est naturel chez moi, de l'introspection. Donc c'est un exercice que je fais pour les journalistes ou pour les gens quand on me pose des questions, mais je le fais jamais tout seul pour moi. Vous les revoyez pas forcément les films? Je les revois pas du tout. Ouais. C'est vraiment pas forcément, c'est que je les revois pas du tout. J'ai jamais revu mes films, donc tout ce que je vais vous dire, c'est juste avec des souvenirs. Je les revois pas, c'est pas de la coquetterie, c'est que c'est très difficile pour moi de revoir mes films. Je vois que les défauts, je me dis pourquoi on a laissé ça, pourquoi, enfin voilà, j'arrive pas du tout à les voir comme un spectateur. Donc voilà, comme c'est pas une expérience très agréable, je me l'évite. En tout cas, on peut commencer par parler de Fête de famille. Le film est sorti il y a exactement 4 ans, c'était en septembre 2019. Et puis c'est un film qui j'ai l'impression mais énormément à cœur. Vous aviez vraiment envie de faire ce film? On m'a demandé, ouais, ça c'est commun à tous les films. A priori, j'ai toujours envie de faire le film. C'est de loin ce film, non? Ah oui, non mais en tout cas, je peux expliquer pourquoi. On m'a demandé de choisir un film pour cette leçon de cinéma. Et j'ai pas beaucoup réfléchi, j'ai choisi Fête de famille. Je peux expliquer pourquoi j'ai choisi Fête de famille. Pour moi, c'est un film un peu pivot, c'est-à-dire que d'abord, c'est un film qui n'a pas été hyper bien compris à sa sortie. Il était un peu malmené par la critique. Je dis ça sans aucune amertume parce que globalement, la critique a plutôt été toujours très gentille avec moi. Donc j'accepte que de temps en temps ça se passe moins bien. Pour des raisons que je pense que le film
il y a un mélange de tons qui a pu un peu dérouter les gens, peut-être qu'on en parlera. Le film commence un peu comme une farce, avec un trait de comédie un peu forcé, puis finalement pour aller vers des choses plus dramatiques, plus sérieuses, voilà, dont je voulais parler absolument. C'est un film important pour moi parce que c'est la première fois que je parlais vraiment de quelque chose de très intime, inspiré vraiment, on va dire quasiment autobiographique, même si Trop de bonheur était assez autobiographique, mais voilà, c'est un de mes films les plus autobiographiques, donc ça le rend important pour moi. C'est le premier film dans lequel je joue, où je suis acteur dans un des films, donc ça a été une expérience de tournage très particulière, très forte émotionnellement et très... enfin voilà, unique en tout cas. C'est la première fois que j'ai des rôles féminins aussi importants. Donc voilà, c'est vraiment, pour moi, c'était aussi le début de quelque chose. J'espère qu'il va... Enfin, je n'ai pas du tout confirmé avec Goldman, évidemment. Et aussi, c'est la première fois que j'osais m'attaquer à la comédie. Alors moi, il faut dire que j'ai un rapport à la comédie. Moi, j'ai une immense admiration pour les gens qui font de la comédie. Je trouve que c'est le geste ultime, suprême. Je les envie, enfin voilà, et moi voilà, c'est un vieux fantasme pour moi faire de la comédie. Je suis allé un peu plus loin dans Making of qui sera présenté à la clôture. Et franchement, si je pouvais faire des comédies jusqu'à la fin de ma vie, ça m'irait très bien. Donc pour moi, c'était un défi personnel, parce que évidemment, je suis pas le premier à faire des comédies, mais pour moi, c'était un défi personnel important. Je savais pas si j'en étais capable. Et disons que les petites comédies du film, j'en étais très, très heureux. Enfin, en tout cas, ça m'a rendu très heureux. Voilà. Mais il y avait déjà des traces de tragicomédie dans L'Ennui, par exemple. C'était déjà... Ouais, en vrai, pour moi, c'est une sorte de ton idéal. Arriver à dire des choses profondes et sérieuses en pouvant susciter au moins le sourire, à défaut de l'éclat de rire, pour moi, c'est la manière la plus élégante de raconter le monde, de séduire le spectateur, de rendre le spectateur connivant avec le film. Voilà. Et puis moi, personnellement, comme spectateur, j'en veux jamais à quelqu'un de me faire rire. Jamais, jamais, quoi. Alors ça m'intéresse de savoir comment justement on arrive à trouver cet équilibre-là dès l'écriture. Là vous aviez Fanny Burdino et Samuel Doux comme... Sur la comédie justement. Oui, sur la comédie, parce qu'il y avait effectivement dans L'Ennui, il y avait un peu dans Trop de bonheur, et comme ça, par petits bouts, je m'autorisais. C'est compliqué parce que ça passe pas très bien à l'écrit. À moins de... Il y a des gens qui sont des orfèvres de la comédie, comme Francis Weber, je sais rien, j'ai jamais lu leur scénario, mais j'imagine que c'est évident que ça va être drôle. Et puis on connaît leur film. Alors déjà la comédie ça se lit pas très bien. Et quand ça vient d'un cinéaste comme moi qui est plutôt associé au drame, alors là ça va pas du tout. Souvent les gens disent ça va pas être drôle du tout. Enfin voilà, il y a rien d'évident. Et c'est vrai qu'après il y a quand même quelque chose dans le rythme et la magie des acteurs et le mouvement d'une scène au cinéma où le rire va pouvoir émerger ou pas. Parce que d'ailleurs c'est très fragile. On se rend compte au montage qu'il y a des choses qu'on pensait drôles qui ne le sont pas du tout. En vrai, je ne vais pas faire des grandes théories sur la comédie parce que je suis un peu balbutiant. C'est-à-dire que je pourrais aussi parler de ce qu'on a fait sur Making of, mais j'apprends en fait. C'est comme d'apprendre un nouveau métier. Mais là, il n'y a pas que de la comédie, il y a aussi... ça. Ouais. Il y a un équilibre. Il y a un équilibre à trouver. Il y a de la comédie au début. Voilà, ça commence comme une comédie familiale un peu classique. C'est un film un peu en trompe-l'œil. On croit qu'on va s'amuser de cette situation, d'une famille totalement dysfonctionnelle, avec une mère qui trouve tout génial alors qu'il n'y a rien de génial, des frères et sœurs qui visiblement sont très en rivalité, et tout ça a l'air drôle, et puis en fait on va sur la maladie mentale, et la maladie mentale c'est pas drôle en fait. Même si ça peut être générateur de situations drôles, c'est pas drôle, donc effectivement, et puis je voulais quand même vraiment parler de ça, je voulais parler de la place du fou dans une famille, donc je peux pas non plus me contenter de faire un film juste pour faire rigoler, j'ai besoin de dire des choses importantes pour moi, donc voilà, donc des fois ça va contredire la comédie, et je trouve moi je pense à des cinéastes comme Moretti, ou des gens qui arrivent à mélanger les deux, du propos et de la comédie, pour moi c'est vraiment, c'est immense quoi, enfin voilà, je trouve que c'est l'idéal. Avec là, ce qui est nouveau aussi, un personnage féminin, très fort, qui est clair, autour duquel s'organise aussi pas mal de choses, qui est un personnage dont on se demande s'il est fou ou pas, si elle est folle ou pas, mais... On sent assez vite qu'elle est folle, non? Alors, on peut dire oui, mais on peut aussi dire, voilà, peut-être qu'elle... Est-ce qu'il y a tout un truc sur la représentation dans le film, je trouve, ou est-ce qu'on joue ou non la comédie, vu qu'il y a un dispositif très théâtral,
On peut se poser la question sur plein de personnages. Ça pose la question de la place du fou dans une famille. Est-ce que c'est le fou désigné? Parce que, dans le fond, on peut faire deux hypothèses. Cette famille est folle et elle devient le fou désigné, et c'est elle qui porte toute la pathologie familiale sur ses épaules, et c'est ce qui fait qu'elle est si mal accueillie et toujours en rupture avec cette famille, et que finalement cette famille est en même temps un lieu qu'elle souhaite et un lieu qu'elle rejette, et qui la rejette surtout. Et puis sinon on peut se dire que seulement elle a un problème et que la famille fonctionne très bien, mais non, c'est clairement une famille dysfonctionnelle. Ouais. Mais avec un effet contamination en scénario qui est intéressant. C'est-à-dire que... Ouais, mais pareil, est-ce que c'est elle qui contamine la famille ou est-ce que c'est la famille qui la contamine? C'est la grande, pour moi, c'est la grande question du film. Je pensais, au début, je voulais appeler le film Paratonnerre. J'ai besoin d'expliquer alors. Dans l'idée que, voilà, que le fou sert de paratonnerre à l'ensemble de la famille. Il y a aussi l'idée qui court un petit peu comme ça depuis à peu près l'ennui, on va dire, mais des personnages qui ont du mal avec le réel. Qui ont du mal avec... c'est une définition de la maladie mentale, hein, ouais. D'ailleurs. C'est un manque de prise sur le réel, ou une sorte d'enfermement, ou de monde imaginaire qui a effectivement du mal à... Mais ce qui est marrant, c'est que si on extrapole, c'est presque une métaphore du cinéma. Hein. Ouais. En fait. Je veux dire, le cinéma, c'est ça. C'est se créer un monde imaginaire, plus ou moins en prise avec le réel. Et c'est quelque chose du coup qui, dans votre rapport à la vie et au cinéma, vous questionne? Bah ouais, beaucoup. Bah ouais, quand c'est une décision étrange de décider de faire du cinéma. Quand on a 18, 19 ans, enfin, quand on est jeune, quand on décide de qu'est-ce qu'on va faire de sa vie. Déjà, c'est un peu fou, quoi. C'est un peu fou de se dire, je vais faire du cinéma. En plus, moi, je viens d'un monde où ça n'existait pas. Enfin, c'est pas. Peut-être que quand on a été élevé là-dedans, c'est plus évident. C'est fou, c'est un peu irréel, justement, c'est un peu mégalo. Mais là, c'est des questions que j'énonce ça à l'âge que j'ai, mais évidemment, j'aurais jamais pu dire ça à l'âge où j'ai décidé de faire des films. Mais je peux pas dire que quand j'ai décidé de faire des films, si c'était pour prendre ma vie en main, pour fuir ma vie, par exemple. Et ce qui est intéressant, c'est que... ce qui est intéressant d'ailleurs de faire une leçon de cinéma avec vous, c'est que vous n'avez pas fait d'école de cinéma, vous êtes monté à 18 ans à Paris, à la Drôme, vous avez passé précédemment pas mal d'années, et puis vous arrivez à Paris, vous avez cette idée de cinéma en tête, mais qui est assez floue finalement, mais l'écriture, ça c'est un truc important. Déjà, il faut comprendre que dans la Drôme, j'ai été élevé par des parents à la campagne, par des parents très anti-télé, très loin de salles de cinéma, donc en fait je suis complètement... j'ai même pas de référence avec le cinéma, c'est-à-dire que c'est complètement... Non seulement c'est hors de ma vie sociale, mais c'est hors de ma vie mentale. C'est vrai que je commence à aller voir beaucoup de films à l'âge de 16 ans, mais c'est comme un droguement, quoi. C'est-à-dire et assez vite vient l'idée de faire du cinéma. Vous voyez Loulou. Hein? Vous voyez Loulou. Je vois Loulou, à Nos Amours, ouais. Mais aussi Le Guépard. Enfin, moi, je découvre tout en même temps, les films de l'époque et les films d'avant l'époque. Et j'adore ça. Le cinéma devient plus important que la vie. Et voilà. Et je décide de monter à Paris et de faire du cinéma. Donc que ces deux choses-là se rejoignent. Et là, c'est vrai qu'on en parle moins, mais à cette époque-là, je crois que en fait, de chez vous, il y a un réalisateur de télévision qui s'appelle Michel Andrieux. Et vous avez il a fait aussi des films de cinéma. Il a fait aussi des films de cinéma, mais qui est connu. Il a fait des films de cinéma à cette époque, il prépare un film pour la télévision. Et après, il a eu toute une carrière à la télévision. Mais vous allez devenir son assistant. Ouais, son stagiaire. Je suis à la fac. Non, mais j'ai pas le projet de pas faire d'école de cinéma. Je veux faire la FEMIS et voilà, je suis à la fac en attendant de pouvoir passer le concours de la FEMIS. Bon, moi, dans ma tête, je me dis que pour faire du cinéma, il faut que je fasse une école. J'ai pas d'autre entrée. Et puis, effectivement, je remarque ce réalisateur, donc je lui poste un scénario, c'est ça, la suite de l'anecdote. Ouais. Et il me propose, il me dit, viens faire stagiaire. Donc, du coup, ma deuxième année de fac, j'ai jamais, puisque je suis stagiaire sur ce feuilleton. Du coup, j'ai pas le DUG, donc je peux pas passer le concours de la FEMIS. Et sur ce film, je rencontre, les assistants connaissent
Olivier Trouan et Yann Dedé, et Yann Dedé me propose d'être stagiaire sur Sous le soleil de Satan au début de ma 3e année de fac, et donc j'abandonne la fac, l'idée de faire une école de cinéma. Voilà, et je m'engouffre dans la brèche. Et là, ce sera une expérience totalement différente. Avec Piala, c'est une expérience extraordinaire, voilà, dont j'ai rarement parlé d'ailleurs. Alors on va en parler. Ah, bah, Qu'est-ce que c'était alors d'être stagiaire? Et en fait, ils considéraient que sur un plateau, enfin, tout le monde était important. Ouais, ça déjà, c'est... Et c'est quelque chose que je sais... Ça fait partie des choses que j'ai essayé de garder de lui. Il était très transclasse, Piala. C'est-à-dire qu'il pouvait demander l'avis au dernier stagiaire comme à la star, au chef de poste, de la même manière. Donc déjà, à ma place de stagiaire, c'était quand même génial. Et voilà, donc en fait, je me suis pas du tout senti... Enfin, j'ai senti faire partie non seulement de l'équipe, mais presque de la famille assez vite. Et il se trouve, comme j'étais stagiaire au montage, on a fait tout le tournage, puis tout le montage. J'ai passé quasiment un an, plus d'1 an avec lui. J'allais dire jour et nuit, mais c'est vrai que c'était quand même... On travaillait beaucoup, quoi. Voilà, c'était des heures et des heures de travail et de vie. Parce que ce qui m'a frappé chez Piala, c'est que la vie, il n'y avait pas de frontière entre la vie et le travail. Ses films lui ressemblaient et il travaillait, son plateau ressemblait à manger, déjeuner ou dîner avec lui, c'était comme être sur une scène de tournage, c'était exactement la même chose. Et ça aussi, c'est un truc qui me sert encore, enfin voilà, de pas... qu'à un moment, on fait des films comme on est. On peut pas tricher avec ça. Les films nous ressemblent. Si on est quelqu'un qui s'habille proprement, on va faire des films propres. Enfin, je sais pas comment dire. On fait pas des films avec ce qu'on a envie d'être. Je pense vraiment fondamentalement qu'on fait des films avec ce qu'on est. C'est ce que je cherche une parenthèse, mais c'est ce que vous demandez aussi quelque part aux acteurs. Souvent, quand vous trouvez qu'un acteur, quand vous faites un casting, quand ça va pas, vous dites il n'est pas. Souvent, je dis, j'espère qu'il n'y a pas trop d'acteurs dans la salle, je dis que l'acteur ne m'intéresse pas chez l'acteur. Que ce qui m'intéresse, c'est la personne. Et l'acteur n'est qu'un moyen d'atteindre la personne. Et pour moi, le fait qu'il sache jouer, qu'il soit acteur et qu'il ait ce métier entre les mains, pour moi, doit être un moyen d'exprimer ce qu'il est au fond de lui, quoi. Et j'estime que je réussis un casting ou qu'un acteur est bien distribué dans un rôle parce qu'il va y avoir une résonance entre lui et le personnage, qu'il va y avoir une relation intime entre lui et le personnage, et dans le fond, c'est cette chose-là que j'ai envie de filmer et qu'il me donne, en fait. S'il me donne juste sa technique d'acteur, ça ne m'intéresse pas. Juste pour revenir à cette histoire d'apprentissage, au montage, qu'est-ce que c'était concrètement le travail de stagiaire monteur sur Sous le soleil des Satans? Alors, à l'époque, c'était encore en pellicule. Ouais. Donc j'ai passé des... Alors, il faut vous dire que Piala tournait beaucoup. Donc moi, pauvre stagiaire monteur, je recevais ces quantités de rush. Donc déjà, mon premier travail, c'était de numéroter la pellicule. Donc vraiment, s'il y a quelqu'un qui a ressenti à quel point il tournait beaucoup d'images, c'est moi. C'est mon poignet. Donc voilà, je passais des heures à numéroter. On avait installé la cabine de vision des rushs dans notre maison du montage. Donc j'ai appris à charger le projecteur et on projetait tous les soirs les images tournées la veille ou l'avant-veille. Et donc toute l'équipe était là dans notre salon. Et quoi d'autre et après, une fois que le montage a commencé de façon plus intense, c'est le classement. On classait les chutes, et voilà, et en plus comme Piala il change tout le temps d'avis, il remet, il enlève, donc je passais mon temps à aller chercher des bouts, à les ranger, à les ressortir. J'ai fait beaucoup de discussions du coup avec Yann Dedé. Sur le film sur le film, sur les films, sur la cinéphilie aussi, parce qu'il vous montrait beaucoup de films, je crois. Non, ce qui était génial, c'est que comme j'étais stagiaire, c'est-à-dire vraiment le dernier stade, et que donc je servais un peu de boniche, pour dire les choses, en fait j'étais très près d'eux, parce qu'ils avaient tout le temps besoin de moi. Donc en fait, Yann et Piala montaient là, à votre distance, et moi j'étais juste à côté. Donc en fait, c'est quand même... Ce fameux métier de grouillot, c'est une proximité extraordinaire. Parce que, donc j'entendais tout, j'entendais leurs conversations. Donc, pour moi, du haut de mes 19 ans, c'était... Et j'adorais déjà les films de Piala. En plus, je le découvrais pas. C'était génial, quoi. Donc je le voyais lui toute la journée, je le voyais fabriquer son film avec tous ses doutes, tous ses énervements.
Donc c'était une expérience géniale. Et puis après, il faut dire que Pialas sollicitait tout le monde tout le temps. Donc moi, ça m'arrivait très souvent qu'il me demande mon avis sur un truc. Et comme j'étais pas trop gêné, je le donnais. Et après, je me faisais engueuler éventuellement. Vous ne vous souvenez pas d'une scène sur laquelle vous avez donné votre avis Si, sur la musique. Un jour, il a demandé l'avis sur la musique et j'ai dit, oh ouais, c'est un peu pompeux et tout. Et il m'a regardé comme ça et il m'a dit, mais l'heure est à l'insolence. Vous étiez déjà allergique à la musique dans les films. C'est pas votre Non, pas du tout. Moi, j'adore la musique dans les films. Mais en plus, la musique, c'est celle qui est dans le film et elle était magnifique. Mais, je sais pas, moi, dans ma tête, je me suis dit, bah, s'il veut pas mon avis, qu'il me le demande pas. Et puis je reviens sur ce mot. C'est ça la première connexion après cette expérience-là. C'est l'écriture d'Outre-mer, c'est ça la première. Non, c'était avant. Avant. Ah ouais. Donc il y avait ce fameux scénario que j'avais donné à ce réalisateur qui m'avait embauché, et dont il avait parlé à Brigitte. C'est l'inverse, à Brigitte Rouen, qui cherche un scénariste. Donc j'écris avec Brigitte Rouen Outre-mer. Okay. C'est comme ça que je rencontre Yann Denet qui m'embarque sur Satan. Non, c'était avant. En fait, j'ai commencé par le scénario, mais pas parce que. Et je continue d'ailleurs de pas être un scénariste naturel. J'ai pas une aptitude. Je suis pas très bon au scénario, je m'exerce à écrire des scénarios parce que j'en ai besoin pour faire des films, mais c'est pas. Mais j'ai commencé comme ça parce que je connaissais personne et que c'était la seule chose qui me permettait d'avoir l'impression de faire du cinéma, c'était d'écrire des scénarios. Il fallait s'y mettre. Voilà. Et puis. Un conseil pour ceux qui connaissent personne. Mais oui, voilà, c'est l'idée. Et très vite, je sais pas, mais en tout cas, il y a ce court-métrage que vous allez faire, qui s'appelle Les Dernières Heures du Millénaire, qu'on a passé ici hier soir. Ah bon? Et en fait, si vous dites, c'est pas votre truc, les courts-métrages, parce que en fait, c'est très dur de s'attacher à des personnages en aussi peu de temps. Alors, à nouveau, je vais remettre l'histoire dans le bon sens. Donc, j'écris Bar des Rails, quasiment tout de suite dans la foulée du montage avec Piala, et j'obtiens l'avance sur recette, sans producteur, ce qui, à mon avis, aujourd'hui, ne peut plus arriver. Et je trouve un producteur, là, bon, enfin, toutes les choses vont très vite, en fait, beaucoup plus vite que ce que j'avais prévu. Et donc je suis en panique parce que j'ai jamais tourné un film de ma vie, quoi. Et donc je me force à tourner un court-métrage pour m'exercer, pour pouvoir faire le long-métrage en fait. Donc déjà, on va dire que la motivation à faire le court-métrage était un peu bizarre, et je tourne ce court-métrage et effectivement je me sens pas à l'aise du tout. Pas seulement à cause de la durée, mais bon, parce que je sais rien faire. Je me retrouve avec des comédiens, des techniciens, voilà, donc je cherche mes marques. C'est pas que je me sens mal à l'aise au sens, mais j'ai l'impression que je n'arrive pas à faire ce que j'ai envie, c'est que ça m'échappe en fait. Ce qui peut arriver souvent à des réalisateurs. Le problème de la réalisation, c'est qu'on est très seul quand on écrit, quand on a le rêve du film, le fantasme du film, on est seul, puis après, il y a beaucoup de gens qui viennent s'agréger. Un producteur, une équipe technique, des comédiens. Et on peut tout à fait faire un film. Et en fait, les gens prennent les choses en main, parce que comme on dit, la nature a horreur du vide. Donc on peut être tout à fait pris en main, et en fait on peut faire un film sans le faire en fait. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. On peut être le passager clandestin de son propre film en fait. Donc on peut voir le film se faire et en fait être à côté du film. Et je donnerai pas de nom, mais même quand je joue dans des films, j'ai déjà observé ça. Des metteurs en scène qui sont un peu absents à eux-mêmes ou absents à leur propre tournage. Donc c'est pas tout d'arriver à monter un film et à se retrouver sur un tournage, il faut aussi habiter ce fameux plateau et remplir l'espace, quoi. Et donc, pourquoi je disais ça? Ben voilà, c'est plus cette expérience-là que j'ai. Alors après, j'ai dû mettre ça sur le fait que j'étais pas à l'aise avec cette durée-là, mais c'est vrai que de toute façon, j'ai jamais écrit naturellement des courts-métrages. J'ai toujours écrit je me suis toujours projeté dans des histoires plutôt d'une heure et demie. Ouais. Voilà, donc ça me sert de leçon, et quand j'arrive sur le Bar des Rails, je me dis, je vais être là. Et Bar des Rails, Jean-Luc Cormière, producteur. Béatrice Kaufmann. C'est ça, et un film qui se monte très facilement. Ouais, oui, trop facilement. Et parce que je suis jeune, j'ai 23 ans. En fait, ce que je l'ai souvent dit, mais je peux le redire, c'est que je me retrouve sur un plateau de cinéma, à la tête d'un long-métrage, je suis le plus jeune, tous les techniciens sont plus âgés que moi, parce que j'ai dû vouloir prendre des gens un peu expérimentés, et en fait, j'apprends sur place, en fait. Voilà. Ce que c'est que d'avoir un comédien entre les mains, de devoir le rassurer, enfin, je suis dans une position moi-même où je peux pas être vraiment un manager, hein.
En tout cas, je peux dire que plus j'ai vieilli, plus j'ai pris d'âge, plus j'étais à l'aise avec cette place de chef, en fait. Est-ce que vous vous souvenez du premier jour de tournage de Bar des Rails? Je me souviens d'une anecdote. C'est ça que vous voulez que je... Non, pas du tout, non. Enfin, je me souviens une anecdote qui résume tout. Hein, c'est donc l'assistant me dit on peut y aller, c'est prêt pour le premier plan. Alors je dis ah super et tout, et puis j'attends et il se passe rien. Et l'assistant vient vers moi et il me dit mais c'est vrai qu'il faut que tu dises moteur. Je dis ah oui pardon. En tout cas il y avait déjà dans le film cette volonté de mêler des acteurs non professionnels, enfin Marc Vidal c'était la première fois qu'il faisait un film, et puis Brigitte Rouen qui était là, Fabienne Bab, des actrices professionnelles. Il y avait déjà ça dès les premiers films. Ouais, et déjà je vois la friction entre ces amateurs et ces professionnels, que c'est pas du tout la même gestion, que c'est pas du tout la même façon de parler, que c'est pas... et je dois dire que cette friction-là, elle continue je continue à mélanger un peu de tout et n'importe quoi, comme on dit, des enfants, des amateurs, des professionnels, des stars, des pas stars. Parce que cette friction-là m'intéresse, mais alors maintenant je comprends mieux qu'on ne parle pas pareil à tout le monde, mais je vois déjà que c'est une gestion. Ouais. Et d'ailleurs, le film d'après, Trop de bonheur, je prends que des amateurs. Je me dis, eh ben, allons au bout de l'idée. Prenons la partie de Bar des Rails où finalement j'ai eu l'impression d'être le plus à l'aise. Et Trop de bonheur, c'est un tournage extraordinaire. J'ai quelques tournages comme ça qui pour moi sont vraiment des moments clés, quoi. C'est le tournage le plus... Il y en a eu d'autres, hein, mais c'est un tournage plus beau, d'une allégresse totale. Ouais. Voilà. C'est un tournage très court, c'est un film avec très peu d'argent, mais je pourrais presque dire la même chose du procès Coleman. Hein. Bizarrement, c'est à chaque fois que j'ai eu très peu d'argent et une ferveur, un investissement total des gens qui faisaient le film avec moi, que j'ai eu les tournages les plus heureux. Et inversement, du coup, c'est quand il y a beaucoup d'argent que ça c'est moins... Quand il y a beaucoup d'argent, c'est plus stressant, c'est plus difficile, il y a plus de pression sur le résultat, il y a moins de liberté, il y a plus de logistique, c'est plus difficile. Alors aujourd'hui, quand on regarde la filmographie, c'est vrai que les deux premiers films sont un peu à part, c'est un peu... effectivement, Trop de bonheur, c'est un film aussi autobiographique. C'est un film sur l'adolescence. C'est un film, voilà. Parce que après, c'est vrai qu'on passe à un cinéma, à des personnages plus matures, avec d'autres gens en jeu. Et quand je fais Bar des Rails et Trop de bonheur, je sors à peine de l'adolescence moi-même. Hein. Donc voilà, je suis vraiment... Je parle de ce qui me concerne avec quelques années de recul. Quoi. Ça, en fait, vous avez commencé à 22 ans, 23 ans. À 23 ans, Bar des Rails. Ouais, c'est ça. Et non, parce qu'il y a une chance... Moi, je trouve que c'est génial aussi de commencer le cinéma à 40 ans. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas de... C'est génial aussi de faire un premier film alors qu'on a vécu beaucoup de choses. Et d'ailleurs, Piala, il me disait « Ah, mais on ne peut pas faire des films si jeunes, t'es trop jeune. » Lui, qui avait commencé après 40 ans, il voyait d'un très mauvais œil qu'on se lance dans le cinéma si jeune. Mais il trouvait qu'on n'avait rien à dire. Il dit « Mais à ton âge, qu'est-ce que tu as à raconter ?» et tout ça. Donc, mais je l'entends. Hein. Moi, j'avoue que... On ne peut pas refaire 2 fois sa vie, mais voilà, c'est comme ça. J'ai grandi avec les films. Pour moi, le cinéma, c'est plus que du cinéma. C'est une école de vie, quoi. J'ai appris les rapports humains. J'ai tout appris en faisant des films. Mais ça aurait pu être aussi bien que je travaille pour les autres pendant 10-15 ans et que je fasse un premier film plus tard. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dès le départ, finalement, vous êtes entouré aussi de femmes cinéastes qui sont importantes, qui sont Brigitte Rouen, qu'on a cité, mais aussi Laurence Ferrara-Barbeza, Laetitia Masson, qui sont finalement très importantes et avec qui vous avez un compagnonnage dès le début presque. C'est pas du tout la même place. Hein. Non. Brigitte Rouen, j'écris pour elle, j'écris un scénario pour elle, mais elle collabore pas à mes films. Facile, elle est actrice dans Bar des Rails. Laurence Ferrara, ça a vraiment été une collaboration très importante. J'ai participé à l'écriture de son premier film qui s'appelait Les gens normaux n'ont rien d'exceptionnel. Elle a participé quasiment à l'écriture de tous mes premiers films. On a beaucoup d'échanges sur le cinéma, sur les sujets, sur le montage et tout ça. Et Laetitia, on s'est connus étudiants à la fac et elle a été script sur mes 2 premiers films. Mais on n'a pas eu de collaboration sur les films avec Laetitia. On n'a pas eu... C'est plus une amitié. Donc pour moi, c'est pas du tout des relations du même ordre. Oui, mais c'est vrai qu'elles sont là. Laetitia Masson, on la retrouve dans le procès Goldman.
Donc voilà, elle n'est jamais loin non plus, même si on ne la voit pas, ou si elle ne travaille pas directement avec vous en tout cas. Et c'est le cas aussi de Catherine Corsini, qui au départ a été importante, Ouais, je la connais bien, mais pareil, on n'a jamais eu de collaboration professionnelle. C'est quand même pas la même chose. Oui. D'avoir des relations dans la vie et de collaborer professionnellement, c'est pas du tout les mêmes enjeux, c'est pas les... Il y a aussi des gens avec qui je collabore, avec qui je suis pas ami dans la vie, avec qui le travail se passe très bien, mais avec qui j'ai pas forcément envie d'aller faire la fête. Alors, la question que je me posais, c'est, puisqu'on peut aussi regarder un peu votre filmographie aussi puisque c'est une leçon de cinéma aussi par étape de fabrication d'un film. Donc si on pense au début, à l'écriture, au scénario, vous êtes entouré à chaque fois de personnes très différentes en fonction des projets. Donc j'imagine que c'est aussi comme ça que vous travaillez, c'est-à-dire que vous faites appel à quelqu'un en fonction du projet que vous souhaitez développer. Moi j'aurais adoré, j'adore les histoires longues et les collaborations longues, c'est génial, mais après il y a 1000 raisons pour lesquelles c'est pas possible. C'est-à-dire que, alors j'ai changé beaucoup de producteurs, j'ai changé beaucoup de scénaristes, j'ai changé beaucoup d'acteurs, j'ai changé beaucoup de chefs-op. Ouais, il y a 1000 raisons pour lesquelles la collaboration n'est pas longue. C'est soit parce qu'on s'entend plus artistiquement, soit parce qu'on s'entend plus humainement, soit parce que les gens ont d'autres choses à faire, etc., etc. Donc, après, j'ai eu quelques histoires très longues. Avec Yann Dedé, on est au 6 ou 7 ou 8e film ensemble, ça c'est quand même une collaboration extraordinaire. Mais du coup, c'est quoi la question? Non, c'est la question de l'écriture, c'est la question de qu'est-ce qui vous intéresse chez un scénariste et comment vous travaillez avec lui. Évidemment, il y a 1001 façons, ça dépend du film. Il n'y a pas de règles, c'est très dépendant du sujet. Mais il y a quand même des points communs, comme ça, par exemple, il y a eu, que ce soit par exemple Roberto Succo ou le procès Goldman, c'est des collaborations à part, à partir de personnages, de faits divers ou de choses comme ça, et vous travaillez d'une certaine manière. En tout cas, j'essaye que le ou la scénariste qui m'aide, que c'est un sens par rapport au film à faire. Je vais pas juste proposer un scénario à quelqu'un parce que j'ai entendu dire qu'il écrivait bien ou que c'est quelqu'un de sympa. Alors, que ça soit quelqu'un de sympa, c'est très important. Non, mais c'est vrai, il y a 2 personnes avec qui je dois absolument bien m'entendre. Alors, quand je dis bien m'entendre, ça veut dire que j'ai envie de déjeuner avec cette personne. C'est la scénariste ou la menteuse. Parce que c'est vraiment des collaborations comme ça, c'est du face à face, quoi. Donc si moi j'ai pas envie d'y aller le matin, c'est horrible. Mais c'est pas suffisant évidemment. Donc j'essaie que ça ait un sens par rapport au film. Donc on peut prendre, par exemple, Roberto Succo, j'ai commencé à écrire le scénario avec Pascal Froment, qui avait écrit ce livre enquête dont je m'inspirais, et qui elle connaissait beaucoup plus que le livre, parce qu'elle avait fait toute l'enquête. Donc elle me nourrissait, elle me racontait ses rencontres avec les protagonistes, ce qui fait que j'avais pas moi besoin de les rencontrer. Bon, ça c'est un exemple. Laurence, c'est elle qui m'avait parlé de ce livre, L'ennui, donc ça me paraissait naturel de le faire avec elle. Après, on pourrait graver comme ça, mais... Oui, il y a aussi Vie sauvage, c'est encore quelque chose de totalement différent. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup changé, mais aussi parce que les gens se lassent de moi, je crois. Parce que je suis un peu... C'est pas le contraire? Je me lasse des gens? Oui. Peut-être. Non, mais en tout cas c'est fort aussi une collaboration. Donc quand ça se passe bien, on se dit ça va pas, la magie va pas réopérer. C'est comme avec un acteur en fait. C'est une rencontre artistique. Il faut voir quand même que le cinéma, c'est pour moi la particularité du cinéma, c'est que c'est de la création qui se fait avec les autres. On a besoin des autres. Ça se fait en groupe et c'est quand même très particulier. Si on compare à un sculpteur, un peintre, un musicien, un écrivain, c'est quand même très particulier de créer en groupe. Parce que ça demande en même temps d'être très dans l'individualité, c'est-à-dire qu'il faut imposer quelque chose aux autres, et en même temps, il faut laisser de l'espace aux autres, et il faut que l'autre entre dans votre idée de l'œuvre à faire, et qu'il la nourrisse, et qu'en même temps, il se sente ni maltraité, ni négligé, ni... Voilà, donc c'est pas simple, et ça ne marche pas toujours. Et ça, vous l'avez compris dès le départ, ou est-ce que vous l'avez... cette idée qu'il fallait vraiment... qu'un film, c'était vraiment une expérience collective? Ouais, alors je ne l'ai pas compris dès le départ, je l'ai ressenti dès le départ. C'est-à-dire que c'est pour ça, je reviens au fait d'avoir fait des films si jeunes, c'était une expérience un peu violente, mes premiers tournages.
Je trouvais que ce collectif, c'était très... Ces gens qui me posaient des questions toute la journée, qui voulaient toujours savoir ce que j'avais dans la tête, alors que moi-même je ne le savais pas, qui attendaient de moi que je dise que je fasse la pluie et le beau temps, c'était très violent en fait. Et puis et c'est bizarre, je me sentais très entouré sur les films et très très seul en même temps. C'était vraiment un sentiment très étrange. Et alors j'ai dompté ce sentiment. J'ai réussi à le dompter, à le rendre moins aigu, moins douloureux, et même à en faire une... C'est-à-dire que maintenant, vraiment, quand je m'isole, je le fais sciemment et avec plaisir, et j'arrive à aimer le groupe, à aimer le fait qu'il y ait un groupe autour de moi, et que ce groupe... Au départ, j'avais l'impression que ce groupe allait me manger, en fait, qu'il allait me dévorer. Alors, et je disais souvent ça, et les gens disaient, mais c'est plutôt les metteurs en scène qui sont dévorants. Donc déjà, j'étais dans une proposition inversée. Donc d'où votre question quand vous dites qui se lasse de qui. Mais j'avais tendance à inverser les choses. Et je pense que je suis par nature toujours un peu comme ça, mais voilà, maintenant j'ai compris ce mécanisme du chef, que la place du chef, elle est compliquée. Qu'à un moment, le groupe a besoin aussi de vivre sans le chef. On retrouve quasiment le sens de vos films, en fait, cette idée d'être en lien, enfin que une individualité soit face à un groupe. Et on m'a dit de Goldman que quelqu'un l'avait défini, Pierre Goldman, comme un homme seul très entouré. Voilà, c'est défini bien. Ouais, mais je pense que c'est une bonne définition du metteur en scène. Oui, ouais, complètement. Et quand j'ai fini de faire un film, avec toutes ces années, tous ces mois de tournage, de montage, hein, je suis assez content de retrouver la solitude de l'écriture. Donc en tout cas, ce qui est formidable quand même dans le cinéma, c'est ce temps discontinu en fait quand même. Ça c'est une chose, c'est là je sors d'une phase de promotion, j'ai énormément d'interactions sociales et je vois arriver l'ennui et la solitude presque comme un truc extraordinaire. Je me suis demandé, par rapport à l'écriture et même de manière générale, on parlait tout à l'heure de mélange des tons, etc. Cette idée que parfois, quand on se lance dans l'écriture d'un film, c'est difficile à la fin d'avoir quelque chose qui ressemblait à ce qu'on avait en tête au début. Donc ça, c'est... Pour moi, c'est pas un sujet. C'est vrai ? Ah oui, pour moi, s'il n'y a pas de transformation... Ah oui, donc c'est évident, dans ce sens-là. Bah, à la limite, pour moi, ça serait un peu angoissant que le film ressemble exactement à ce que j'ai pensé au départ. Ouais. Et d'ailleurs, il y a une question que je supporte pas, qu'on me pose tout le temps, c'est « t'es content ?» Quand j'ai fini un tournage, on me dit « t'es content ?» Quand j'ai fini un film, on me dit « t'es content ?» Qui vous demande ? Tout le monde. Je sais pas, t'es content. C'est comme ça va. Et voilà, enfin bon, Et alors je dis content de quoi ? On me dit bah le film ressemble à ce que tu voulais. Enfin voilà, donc c'est sans fin. Non mais tout ça pour dire que non, il faut que ça se transforme. Et c'est une révélation. Il y a le film rêvé et il y a le film réel, et le film réel est la révélation du film rêvé. Et alors je suis convaincu dans ce qu'on rate et dans ce qu'on réussit dans les films, c'est pas du tout du hasard, c'est pas du tout de la malédiction, c'est la révélation de ce pourquoi on a fait le film. Et en plus, je pense quand le film est fini, on peut enfin comprendre pourquoi on a fait le film. Ouais, d'accord. Et ça, par exemple, pour... Ou pas. Ou pas ? Oui, en tout cas, c'est long. C'est long de... On peut... C'est pour ça, les intentions... C'est bien beau, les intentions, mais on s'en fout souvent. Enfin, moi, j'ai été membre de commission où on lit des scénarios, et le scénario est toujours accompagné d'une note d'intention du réalisateur. C'est obligatoire. C'est terrible, les intentions. Parce que, alors, des fois, on aime bien le scénario, mais alors, quand on lit les intentions du réalisateur, on se dit, oulala, c'est... Enfin, moi, je me force à pas les lire, parce que c'est un piège mortel, parce que soit, des fois, les intentions sont bien au-delà du scénario, ou complètement à côté, enfin bon, voilà. Donc les intentions, c'est un piège total. Ce qui compte, c'est la réalisation. C'est qu'est-ce que réellement on va faire de cette matière, quoi. Alors justement, réalisation, c'est un mot d'ailleurs très important, parce que vous... Ah ouais, pour moi, voilà. C'est ça. C'est réaliser, pour moi, c'est vraiment rendre réel. Réaliser et pas mettre en scène. Ça, vous faites le distinguo. Ah ouais, j'ai fait le distinguo, ok. Ouais. Non ? Bon, il faut aussi mettre en scène, hein. Ouais. Mais non, je sais que les mots sont importants, c'est pour ça que je vous pose la question. Non, en tout cas, le mot réalisateur, je le comprends. Je comprends qu'on doit rendre réel une chose écrite, une chose qui n'existe pas.
En tout cas, puisqu'on parle de mots, il y a un mot clé pour définir vos films, et on pourrait faire un voyage dans la filmographie à partir de ce mot-là, c'est le mot dispositif. C'est-à-dire qu'avant même de parler de mise en scène, justement, vous imaginez souvent un dispositif. Maintenant, avec le temps. Ouais, mais c'est arrivé très tôt quand même, non? Pas vraiment. Pas vraiment? Non, non, avant, depuis combien de temps? Avant, je pensais mise en scène, justement. Je me disais au plan par plan, à la scène par scène. Et maintenant, je trouve plus intéressant de prendre des décisions un peu astreignantes, et que cette astreinte va être la mise en scène, en fait. Et que dans cette astreinte, je vais trouver de la liberté. Je sais que ça peut être un peu fumeux, mais... Non, mais de toute façon, on va en parler concrètement, mais c'est vrai que, pour revenir en arrière, déjà, fête de famille, parlons de fête de famille, il y a un dispositif très clair. Ouais, mais ça, c'est ce que j'appelle la phase récente. Oui. La prière, je dirais que le dispositif, ça commence à Vie sauvage. Ah, moi, je pense plus en termes de dispositif que de mise en scène. Mais peut-être que... Non, j'aurais dit Feu rouge, peut-être. Parce que Feu rouge, il y avait une dimension... déjà, il y avait l'idée, comme dispositif, de tourner les séquences en voiture en studio, qui apporte quelque chose de très fantastique, en fait, très réalisme fantastique au film. Ouais, mais c'est pas tout à fait ce que j'appelle un dispositif. Pour moi, c'est plus une décision formelle, esthétique. Pour moi, un dispositif, c'est quelque chose qui va régir tout le tournage. Et en fait, c'est de trouver une façon de tourner, de réfléchir à une façon de tourner le film qui va donner écho aux propos. Voilà, que tout à coup, on va trouver une espèce de cohérence entre... C'est pas de la forme, en fait, le dispositif. La forme, pour moi, c'est de dire on va faire des travelling, on va tourner en studio, on va mettre de la musique, on va mettre des couleurs comme ci, comme ça. Mais le dispositif, c'est autre chose. C'est ce qu'on a très bien fait avec les dogmas. Ça vous intéresse, les Suédois. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, moi je trouvais que ça produisait quelque chose d'absolument génial. C'est-à-dire qu'on va se fixer des règles de tournage, et ces règles de tournage vont devenir, et surtout vont devenir le propos, en fait. Le propos et le dispositif vont faire une synergie qui va accoucher de la forme. Qu'est-ce qui fait que c'est à partir de Vie sauvage que vous avez commencé ça? Je sais pas, c'est là où j'ai commencé à imaginer des dispositifs. Je sais pas pourquoi j'ai commencé là, mais je sais que je suis arrivé sur le tournage de Vie sauvage avec des règles très fortes. Des règles de tournage assez fortes. Qui étaient très simples. C'était tout à 2 caméras, jamais de pied de caméra, pas de lumière. Donc pas de machinerie, pas de lumière en gros. Et je me suis dit, bon, je fais un film sur des gens qui vivent hors système, qui n'ont pas d'électricité, qui vivent en allant chercher l'eau au puits, qui s'éclairent à la bougie, tout ça. Je vais pas les filmer avec de la contingence, en fait, ça n'a pas de sens. Donc je me suis dit, on va suivre le soleil, on va se placer. Au lieu de se placer, souvent on place la caméra et après on éclaire. Je me suis dit, non, on va se placer en fonction du soleil. Quand on verra rien, on s'arrêtera de tourner quand il sera trop tard, et tout ça. Voilà. Je voulais que le film ait pas de maquillage, par exemple. Je trouvais ça impossible que des gens qui vivent dans la nature soient maquillés. Enfin, je trouvais ça aberrant. Ce qui a été d'ailleurs un des gros sujets de conflit avec mon acteur. Voilà, donc je voulais que ce film soit tourné avec le moins d'artifice possible pour que la matière du film ressemble le plus à la vie des gens dont je parlais. Et là, c'était Yves Cap, chef opérateur, et avec qui vous avez retravaillé pour La Prière. Ouais. Et là aussi, il y avait c'était l'idée d'avoir des plans fixes. La Prière, je voulais que jamais la caméra bouge, que la caméra soit toujours posée à un endroit et qu'elle regarde. Voilà. J'ai trouvé qu'à partir du moment où on faisait un film sur la prière, c'est qu'on demandait à des gens de se poser, de s'intérioriser, de trouver une spiritualité dans leur vie, c'est-à-dire de cesser le mouvement je trouvais que la caméra devait être dans la même respiration. Et fête de notre famille, donc comme on disait, dispositif... Là, on a vraiment une configuration de pièce de théâtre en 3 actes, avec aussi beaucoup de plans séquences. Ouais, quasiment que des plans séquences, à part les scènes de déjeuner, de dîner. Voilà. Toujours tout le monde à l'image, en fait. Comme c'était vraiment le portrait d'une famille, je ne voulais pas séparer les gens, en fait. Il fallait, ce qui était important, c'était l'interaction entre tous ces personnages. La grande différence, c'est que vous étiez dedans.
Ouais. Donc en fait, vous aviez établi tous les choix de mise en scène avant le tournage, pratiquement. Ouais, j'avais entièrement joué le scénario avec toute l'équipe. En fait, je voulais faire répéter le scénario avec les comédiens, mais ils n'étaient pas disponibles, donc j'ai fait avec l'équipe. Donc chacun de l'équipe jouait un rôle. Et donc voilà, donc on a répété entièrement le scénario et disposé les caméras. Ouais. Tout était décidé d'avance. Parce que je me suis dit, si je joue, je ne vais plus avoir de cerveau, quoi. Avec aussi, ce qui est passionnant, puisqu'on vient de voir le film, on peut parler de scènes précises. J'ai le souvenir comme ça d'une scène qui est très intéressante de dîner, où vous faites un panneau comme ça, où tous les protagonistes sont flous, et ils arrivent sur Claire, le passage de Claire. La caméra attrape Claire qui est nette. Et d'un seul coup, le plan raconte tout. Oui, ouais, ça résume tout. Voilà. C'est son incapacité à entrer en communication avec le restant de sa famille. Ouais. Et ça, voilà, c'est quelque chose c'est passionnant. Non, ça c'est un truc qui s'invente sur le tournage. Ouais. Oui, même si j'avais tout préparé, j'ai quand même... En fait, j'avais peur de ne pas avoir de cerveau, mais j'ai quand même retrouvé un peu de cerveau disponible. Donc non, mais moi j'ai adoré ce va-et-vient. Ouais, il faut comprendre que je suis très impatient en tournage. Je trouve que tout va trop lentement. Ce qui est pas bon parce que le cinéma ça va très lentement, alors ça c'est vraiment un gros défaut. Et donc là d'être au four et au moulin, de jouer, je passais ma journée à courir, je courais me préparer, me changer, préparer les plans, tout ça, ça c'était vraiment extraordinaire. J'ai adoré cette position en fait. Ce qui me passionne, là tu as parlé aussi des acteurs, ce qui me passionne dans vos films, c'est vraiment cette idée presque de dialectique entre la lenteur et la rapidité, quoi. C'est-à-dire que cette idée, un peu comme dans l'ennui finalement, où on avait ce personnage de Charles Berling qui est très très vif, très rapide, et puis le personnage de Sophie Guillemin qui était au contraire plutôt dans un espèce de nonchalance. Et on retrouve ça dans beaucoup, enfin finalement dans pas mal de vos films en fait, cette idée-là soit les personnages sont lents ou rapides. Enfin, les histoires de rythme en fait. Bah, ça doit être un protagoniste qui trouve que le monde est trop lent, non ? Globalement, comme moi. Voilà. Mais ça veut dire par exemple sur l'ennui que vous demandiez à Charles Berling de parler plus vite. Ah moi, sur tous les films, je demande aux acteurs de parler plus vite. C'est une obsession chez moi. Donc des fois, ça marche pas. Il y a des films qui sont trop survitaminés, là, je sais pas comment on dit, où on frise l'overdose de rythme, mais globalement, dès que les comédiens commencent à me mettre des temps et des trucs, je supporte pas du tout. C'est pour ça que j'adore tourner avec des enfants et des ados, parce que ils ont un rapport très, très organique au temps et au rythme. En fait, le rythme est naturel. Et chez l'acteur, le rythme est un tout petit peu fabriqué, enfin organisé. Et alors vraiment, je m'attelle vraiment à casser ça chez les acteurs. Et d'ailleurs, pour revenir à Fête de famille, c'était pour moi, j'avais une obsession chorégraphique. Hein. Il fallait vraiment, je disais toujours, il faut que ça danse, quoi. Il faut que tout le monde joue ensemble. Donc je refaisais des prises. Catherine Deneuve, elle n'aime pas beaucoup tourner beaucoup de prises. Alors toujours à chaque prise, elle me disait, mais pourquoi on retourne ? Alors je disais, alors j'avais trouvé cet argument génial, je disais, il faut que ça danse. Catherine, il faut que ça danse pas encore. Elle me disait, ah bon. Elle discutait pas. Oui, il faut toujours trouver le petit truc pour les acteurs, pour les convaincre. Les acteurs, ils ont l'habitude d'être séparés. C'est-à-dire, on tourne sur l'un, sur l'autre. Donc, quand on a l'impression de faire bien son boulot, 3-4 prises, on se dit, bah voilà, j'ai tout donné. Mais quand on comprend tout à coup qu'il faut jouer pour les autres, donc si les autres sont pas parfaitement au tempo, alors effectivement, ça devient beaucoup plus contraignant parce qu'il faut répéter. C'est comme un geste qu'on doit répéter à la perfection pour attendre que l'autre soit aussi dans le même geste. Donc voilà, je voulais toujours que ça... Et je dois dire que ça marchait assez bien. Hein. Enfin, j'ai pas revu le film contrairement à vous, mais je trouvais que ça joue. Il y avait beaucoup d'échanges. Quoi. Enfin, c'était très vivant. De toute façon, moi, c'est un peu mon obsession, hein, c'est que ça soit très vivant. Et c'est pour ça aussi qu'il y a presque un truc de fébrilité chez vos personnages, souvent. Aussi ils ont toujours quelque chose dans la main. Quelque chose dans la Fête de famille, on le voit très bien. Ils sont toujours occupés à quelque chose. Il y a toujours un aspect... il y a un aspect tribal, de toute façon, dans vos films. Un aspect... le corps, c'est important. Hein. Moi, souvent, je regarde... Je fais un truc que... Là, je peux le dire maintenant, parce que comme j'ai joué dans pas mal de films, je me rends compte que je fais un truc que pas beaucoup de metteurs en scène font.
c'est que je fais jouer les comédiens. Souvent, on arrive sur une scène de tournage, quand on est acteur, et tout est déjà en place. On te dit, va de là à là, et la caméra est là, et tout ça. Et moi, je fais pas du tout ça. Au début de la journée de tournage, je dis à toute l'équipe d'aller boire un café, et je m'installe tout seul dans le décor avec les comédiens, et je les fais jouer la scène, sans leur donner d'indication. C'est-à-dire que je regarde comment ils prennent l'espace. Et ça m'intéresse autant, voire plus, que de voir un acteur jouer, ou dire son texte, ou la psychologie du personnage, toutes ces choses qui ne m'intéressent pas tellement. C'est comment un corps se positionne dans un espace. Et pour moi, c'est essentiel, en fait. Je trouve qu'il y a des... Pour moi, un acteur, c'est un corps dans un espace. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont instinctivement jouer la scène assise, il y en a qui vont la jouer en mouvement, il y en a qui vont la jouer courbée, enfin, j'en sais rien. Et après, on va travailler ça. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que ça va être le résultat final, mais la façon dont un acteur prend l'espace, c'est essentiel. Et si vous faites la même chose avec toute l'équipe qui est là, ben, l'espace n'est pas disponible, en fait, parce qu'il y a des gens partout, et donc l'espace mental de l'acteur se rétrécit. Donc j'insiste énormément pour que l'équipe et le matériel s'en aillent, pour qu'on ait vraiment l'espace vide. Alors après, l'équipe arrive, et les comédiens sont partout, ils savent tous se mettre, et c'est super. Mais c'est aussi que... C'est la prise de pouvoir de l'acteur, donc du personnage. Quand je dis l'acteur, on s'en fout. C'est tout à coup, le personnage prend le pouvoir sur l'espace, il prend l'espace, il occupe l'espace, et la technique se faufile, en fait. Et pour moi, c'est l'idéal. Parce que sinon, si on installe les caméras avant les acteurs sont complètement rétrécis, en fait. Donc c'est adapter la mise en scène aux acteurs. Ah ouais. Il y a un film... Pour moi, l'acteur est roi. Ouais. Il y a un film comme ça, d'ailleurs, qui est assez... qui est vraiment intéressant à commenter, c'est Les Regrets. Où j'ai l'impression que la mise en scène presque s'adapte au pouls, au rythme. C'est l'idée, hein. Quand vous parliez de l'ennui, c'est aussi ces acteurs-là qui ont ces deux rythmes-là. Charles, moi, j'essaie de respecter le rythme naturel de l'acteur, son tempo naturel, et de toute façon, c'est très difficile de s'opposer au rythme d'un acteur. Hein. Le rythme, c'est comme la démarche, ou comme la voix, quoi. Ça ne change pas, quoi. Donc voilà, donc c'est aussi de leur organiser ces rythmes différents. Ouais. Et dans l'ennui, ouais, je sais pas. Non, je pensais aux regrets. Oui, les regrets, qu'est-ce qu'il y avait? C'est pareil? Non, parce que je trouvais que, ouais, je parlais de fébrilité, je parlais du personnage d'Ivan Attal, surtout qui est où vraiment la caméra s'adapte à son rythme, à son pouls. Enfin, il y a quelque chose de ça qui m'avait marqué encore plus dans le romanesque du film, quoi. C'est un film sur les sentiments, donc il y a un truc comme ça, presque, oui, tripal aussi, qu'on retrouve dans beaucoup de films, c'est vrai. Voilà. Il y a ce qui est intéressant aussi, c'est vous dites souvent, l'idée de confier un rôle à un acteur, c'est important, l'idée de confier, donc de confiance. Bah ouais. Et cette idée que la personnalité contamine aussi le personnage, la personnalité de l'acteur. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, comme je veux que l'acteur trouve l'espace entre lui et le personnage, son espace secret, je veux pas intervenir, je ne peux pas être tout puissant. C'est-à-dire que je ne vais pas commencer à lui dire le personnage il est comme ci, comme ça, et qu'il doit jouer comme ci, comme ça. Pour moi, un acteur n'est pas du tout un objet à téléguider, c'est quelqu'un qui doit trouver sa... C'est-à-dire que c'est parce que j'attends plus, je veux aussi qu'il me donne quelque chose de lui, et donc pour ça il faut que je lui laisse de l'espace. Donc cet espace passe par de la confiance. Ouais. Mais quand ça marche pas, c'est quand je me rends compte que je me suis trompé, ou que l'acteur emmène le personnage pas exactement à l'endroit où je pensais. Alors soit je peux trouver ça super, je me dis ça se déplace, mais tant mieux. Et puis des fois je me dis non, ça va vraiment pas. Alors là c'est très compliqué parce que alors là je suis obligé de passer dans une forme d'autorité et pour obtenir quelque chose, un résultat un peu au corps défendant de l'acteur. Et d'abord, c'est pas des relations très agréables, et en plus, c'est pas satisfaisant. Enfin, c'est pas du tout. Moi, j'adore Sophie Guillemin, par exemple, qui va venir présenter l'ennui tout à l'heure. C'était tellement extraordinaire. C'était son premier rôle. Elle est arrivée comme ça, avec ce corps, et cette candeur. La rencontre entre elle et le personnage était tellement extraordinaire, le premier jour de tournage, que dans ma tête, je me suis dit, je vais rien lui dire, du début à la fin du tournage. Et je pense que je ne lui ai quasiment rien dit. Il y a quelqu'un qui se... C'est la seule fois?
Voilà, non, la plupart du temps, j'essaie. Harry Wortelter sur le procès Goldman, je lui ai pas dit grand-chose. Lui, il était très en demande, parce que c'est un acteur, un vrai acteur de métier. Donc lui, toujours, il me disait, mais dis-moi, ça, et cette prise, et tu penses que. Je disais, vas-y, je lui disais, c'est super ce que tu fais, vas-y. Et si ça va pas, je te le dirai. Souvent, je dis ça aux acteurs. Je dis, vas-y, prends, avance, devance-moi, fais à ton idée, et puis si ça va pas, on corrige, t'inquiète. Je te regarde. Je ne te commande pas, mais je te regarde. Et est-ce qu'il y a beaucoup des acteurs qui vous demandent, qui vous posent beaucoup de questions? Ouais, bah bien sûr. Il y a des acteurs, il y a un truc c'est terrible pour moi, il y a des acteurs qui viennent m'expliquer comment ils vont jouer la scène. Ils me disent, toi, j'ai pensé la jouer comme ci, comme ça, je fais, waouh, je me bouche les oreilles, et je dis, non, je veux pas le savoir. Je dis, non, mais moi, je crois que j'ai aussi envie d'être surpris, j'ai envie de. Et puis pour moi, il y a quelque chose d'un peu. Il doit y avoir quelque chose d'un peu miraculeux c'est comme une prière, c'est-à-dire je choisis un acteur avec foi, je pense qu'il va être le personnage, et après je prie pour qu'il soit le personnage. Et le jour du tournage, quand il commence à jouer, je veux qu'il devienne sous mes yeux le personnage. C'est pour ça aussi que j'aime pas tellement dîner avec les acteurs ou les voir dans la vie, j'ai envie de les voir sur le tournage, dans leur costume en fait. Je veux protéger ce moment-là. Et donc s'il commence à venir me raconter comment il va jouer la scène, là, il tue toute la magie pour moi. C'est parce que vous prenez beaucoup d'acteurs qui réalisent par ailleurs. Non, ça n'a pas de rapport. Ouais, je comprends, mais c'est pas les réalisateurs, les réalisateurs acteurs qui sont les plus compliqués ou les plus en demande et tout ça. Ils sont assez autonomes, par exemple. J'aime bien que l'acteur ait une autonomie. En fait, j'aime bien un enfant, par exemple, si vous faites tourner un enfant qui est bon, il va jamais venir vous demander comment il faut jouer la scène ou comment il va la jouer. Et en fait, pour moi, ça c'est le rapport idéal à l'acteur, c'est l'enfant en fait. C'est-à-dire on y va quoi. On se jette à l'eau, on vit le moment, on vit l'instant. Aussi, il faut voir qu'une prise de cinéma, c'est un instant de vie en fait. Enfin, moi je le conçois comme un instant de vie. Et quand je joue, j'essaye aussi de m'astreindre à la même chose, de ne pas avoir trop d'idées préconçues de comment je vais jouer, me laisser surprendre par les autres acteurs, par le texte. J'essaie vraiment de savoir le texte parfaitement, mais je ne sais pas comment il va sortir. Et de ne pas lutter contre mon humeur. Si je suis joyeux, ou si je suis un peu maussade, je laisse tout ça passer, en fait. C'est vraiment se rendre le plus disponible à l'instant de la prise. Et puis après, on fait plusieurs prises, on tourne toute la journée la scène, donc en plus, ça évolue. Donc ça se nourrit, c'est riche, ça s'enrichit, en fait. Alors que si on arrive avec des idées trop préconçues de comment on va jouer, ça s'appauvrit, en fait. On parlait tout à l'heure de personnages qui ont des difficultés avec le réel. Finalement, je me demande si l'aspect un peu contrebandier de votre cinéma, c'est pas ce sentiment d'enfance qui est là tout le temps presque. Le fait que c'est pas anodin que cette famille soit ouverte par les enfants, par exemple, qui sont là. Le personnage d'Emma est très beau aussi. Il y avait un personnage très très beau d'enfant dans Une vie meilleure. Ah ben là, dans cette famille très dysfonctionnelle, je m'identifie clairement aux enfants. Je me dis, ouais, là, quel héritage on leur laisse? Est-ce qu'ils vont être résilients par rapport à tout ça? Ils sont quand même l'avenir. Enfin, on voit, ils sont en même temps spectateurs, ils subissent cette famille, mais en même temps, ils ont une fraîcheur, un amour, une vitalité qui normalement devrait les sauver. Oui, bien sûr. Non, le point de vue des enfants, dans Vie sauvage, c'est vraiment un film sur les enfants. La figure du père est un peu comme ça, écrasante, mais c'est comment eux, ces enfants, avec ce récit familial qu'on leur impose, ils vont s'en sortir ou pas. Ouais, bien sûr. Et vous avez aussi fait un film, enfin entre guillemets, pour enfants, L'avion. Ouais. Donc voilà, c'est cette idée qui court tout le... Ouais, bien sûr. Non, mais moi, je peux même dire que comme spectateur, je crois que les plus grandes émotions de cinéma que j'ai eues, c'est à travers des personnages d'enfants. Il y a une personne, on parlait de Yann Audet, on va en reparler, mais une personne clé qui est là depuis le début dans votre cinéma, mais dont on parle peu souvent, c'est Antoine Carrard. Ouais, c'est sympa aussi. Qui est directeur de casting, qui a été tout le temps là, je crois, depuis... Quasiment, mais il est très important. Il fait partie de mes longues collaborations. Il y a Aude Catelin aussi, qui a été assistante et directrice de production sur beaucoup de mes films. Je voulais vous entendre un peu parler de lui et de votre travail avec lui, parce que c'est... Je sais pas s'il est là, non, je crois pas. Antoine Carrard, il y a beaucoup de gens que j'ai fait, parce que, comme j'aime bien faire du casting sauvage, c'est-à-dire, casting sauvage, c'est clair pour tout le monde, c'est d'aller chercher des gens dans la rue qui sont pas acteurs, surtout quand on cherche des enfants et des adolescents, mais des fois ça peut aller jusqu'au rôle d'adulte. Souvent, les castings, les gens remplacent
dont c'est le métier, ils n'aiment plus tellement le faire. C'est difficile, il faut aller arrêter des gens dans la rue, c'est long, c'est hasardeux. On n'est jamais sûr de tomber sur des gens qui savent jouer. Donc au début, je prenais des gens qui n'étaient pas casting en fait. Donc lui, je lui dis, bah tiens, si ça te dit, je prends des gens qui ont l'air sympas, parce que pour arrêter des gens dans la rue, il faut être un peu sympathique. Et par exemple, moi, je peux pas le faire. Par exemple, je peux pas arrêter des jeunes filles dans la rue, même quand j'avais 25 ans, elles partaient en courant. Donc il faut soit des filles, soit des gars qui ont l'air vraiment cool, quoi. Et donc voilà, Antoine, je lui ai proposé ça sur Trop de Bonheur. Il a fait le casting de Trop de Bonheur, qui est un casting qu'avec des gamins, qu'il a tourné à Marseille, dans les environs, et qui est un casting un peu miraculeux, en fait. C'est gracieux, enfin voilà, tout ça allait ensemble, ils étaient hyper vivants, hyper heureux de tourner, enfin, ça a été une matière de film incroyable, ce casting. Et puis voilà, on a réitéré avec Antoine. Puis c'est très simple en fait, parce qu'il sait ce que j'aime, il sait ce que j'aime pas, il lit mes scénarios, il se projette tout de suite, et puis je lui laisse beaucoup d'espace. C'est-à-dire que je le laisse chercher, on fait le tour des acteurs, puis on n'est pas content, bah, il commence à ouvrir ses recherches à d'autres gens, des réalisateurs. Souvent on me dit pourquoi vous faites le tour de temps de réalisateurs, mais souvent c'est parce que je trouve pas les acteurs, donc on commence à élargir notre champ de recherche, et les réalisateurs c'est des gens que je connais. Si je travaillais dans une boucherie, je prendrais des bouchers. En fait, je les prends pas parce qu'ils sont réalisateurs, je les prends parce que je les connais. Donc voilà, tout à coup, Laetitia Masson, je me dis tiens, pour faire l'expert psychiatre, ça pourrait être super. Quelque chose dans leur personnalité me dit qu'ils pourraient être super pour un rôle. Voilà. Robert Kramer dans L'Ennui, qui était hyper important. Ouais. Et pareil, je crois que je trouvais pas l'acteur, et tout à coup, l'idée m'est apparue. Mais c'est pas un geste cinéphile. Alors peut-être qu'inconsciemment, j'ai envie d'être adoubé ou d'être accompagné de ces gens-là, mais. Et peut-être aussi, je cherche cette complicité, parce que c'est vrai que ça a toujours été des relations très agréables quand j'ai tourné avec des réalisateurs, acteurs. Bon, c'est assez simple en fait, bizarrement. Ils savent ce que c'est que la position du réalisateur, donc ils vont pas poser des questions trop embarrassantes. Ils sont assez autonomes en tout cas. Et puis, on peut terminer par parler de Yann Odé, parce que finalement vous vous retrouvez à la place de Piala, finalement avec lui au montage. Yann Odé, c'est l'histoire de ma vie. On est pas là pour pas que je le gêne, mais. Mais en même temps. C'est plus qu'un collaborateur, c'est un. Ouais, c'est. J'ai commencé avec lui comme stagiaire, donc déjà il m'a appris beaucoup de choses du métier, parce que le montage c'est quand même une fenêtre extraordinaire pour apprendre le métier, parce que c'est l'endroit de la synthèse. On voit le travail du cadreur, des acteurs, on comprend ce qui marche et ce qui marche pas, et on comprend qu'il y a beaucoup plus de choses qui marchent que ce que les gens croient, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes sur le montage. Donc quand je suis arrivé comme réalisateur sur un tournage, tout le monde dit au montage ça marchera pas, tu peux pas faire ça, le monteur, la monteuse, ça, hein, qu'est-ce qu'a dit le monteur, enfin bon. Donc moi, le fait de venir du montage, ça m'a donné beaucoup de clés, en fait. Comme Yann, j'ai été son stagiaire très jeune, il m'a un peu éduqué aussi. Voilà, sur des choses de la vie, intellectuellement, ou même pour des choses très bêtes. Et puis après, notre relation a évolué, puisque j'ai été son assistant, puis il a monté mes films, puis voilà, donc on a vécu des expériences. Et là, il a monté mes 2 derniers films, et donc on a passé un an en continu dans une salle de montage ensemble, tous les deux. Donc en plus c'est une boucle géniale, quoi. Et non, je sais pas. Est-ce qu'il a un style qui lui est propre En tout cas, ce que je peux te dire de Yann, c'est que quand tous les montages qu'on a fait ensemble se sont pas passés de façon égale. Et quand il est content, quand je vois qu'il est heureux avec le film, ça me fait tellement plaisir en fait. C'est tellement rassurant pour moi, quoi. C'est vraiment. Voilà, c'est une référence, c'est-à-dire que j'ai pas besoin de lui parler en fait, j'ai pas besoin qu'il me dise ton film est super, j'ai pas besoin qu'il me rassure, juste je vois à l'heure à laquelle il arrive le matin, à sa façon de se tenir sur la chaise, à son investissement dans le film, je vois ce que commence à valoir le film. Parce que parfois il est pas content. Parfois il était pas content du tout. Ah ouais, j'ai fait des montages avec lui, mais c'est là qui est génial, c'est qu'Yann, il est aussi très organique, il est très physique, et quand il n'est pas content, il peut pas tricher. Puis c'est organique de toute façon, c'est quelque chose de très physique. En général. Ouais. Tout repose là-dessus, non? Ouais, ça peut être aussi quelque chose de très cérébral, hein. Il y a plein de façons d'aborder le cinéma. Pour vous? Ah ben moi je le suis pas, donc je peux pas.
Ouais, c'est très physique, mais c'est fatigant aussi. Hein. Je ne sais pas si je vais pouvoir très longtemps faire des films de cette manière-là. Qu'est-ce qui est fatigant? C'est cette implication émotionnelle, en fait. C'est-à-dire que peut-être que de faire les choses de façon plus distante ou plus intellectuelle, c'est moins fatigant, c'est émotionnellement. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle, on peut en prendre quelques-unes si des mains se lèvent. Sur le film que vous venez de voir. Donc, ah oui, j'en vois des questions là. Il faut passer les micros, sinon les micros vont arriver jusqu'à vous. Je ne vous ai pas trop regardé parce que c'est un peu intimidant. Vous avez dit que c'était la première fois que vous choisissiez d'être acteur dans un de vos films. Ouais. Alors, le choix du personnage ne doit pas être un hasard, parce que, en fait, vous n'aviez que le choix entre deux personnages masculins. Et vous incarnez celui qui représente une sorte... qui fait tâche dans le film, parce qu'il représente une sorte de normalité, une certaine constance. Donc, c'est pas un hasard, je pense, que si vous choisissez ce personnage. Est-ce que, par exemple, vous auriez pu imaginer... Jouer McCain. Voilà. Et alors, une autre question, si vous permettez, qui est... C'est pas une question, mais je peux développer sur cette question, allez-y. Et une autre question qui est... Parce que vous avez parlé de Piala, bien sûr, et moi, il y a un film auquel je pense en voyant le vôtre, qui est un film où Piala lui-même choisit de jouer, qui est aussi une histoire de famille. C'est À nos amours, si je ne me trompe pas de titre. Est-ce que vous y avez pensé? Pas tant que ça, mais il faut que je réponde dans quel ordre. En tout cas, pour moi, ça ne peut avoir de sens de jouer dans un de mes films que si il y a une combinaison entre la place de metteur en scène et la position du personnage. Donc là, ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que le personnage, il incarne un peu la loi, la règle. Dans cette famille très dysfonctionnelle, il essaye de redistribuer les rôles, ou en tout cas de se mettre en compétition avec sa mère pour le pouvoir, en fait. Il essaie de prendre le pouvoir sur cette famille. Donc, dans la mesure où j'ai été metteur en scène, j'ai l'impression qu'il n'y avait que ce rôle-là que je pouvais jouer. Il faut dire que j'ai été très aidé, hein, ça va rejoindre votre deuxième question. Le film est produit par Sylvie Piala, et elle m'a encouragé à jouer dedans. C'est très compliqué de se désirer soi-même. Donc là, vraiment, le relais du producteur est hyper intéressant. Ça m'est déjà arrivé de suggérer, par exemple, dans Vie sauvage, de jouer le rôle de Kassovitz, et le producteur m'a dit « Oh non, non, très mauvaise idée », et là, ça me coupe les jambes, quoi. C'est impossible. Il faut quand même que je sente que c'est pertinent et qu'il n'y a pas que moi qui en ai envie. Voilà. Et alors, par rapport à Piala, non, pas tant que ça. C'est vrai que les scènes d'hystérie, de dîner, ça pourrait être du Piala, mais je sais pas, j'ai pas pensé. J'ai beaucoup plus pensé à Piala quand j'ai joué dans L'économie du couple, par exemple. Mais Piala, j'y pense pas film par film, j'y pense tout le temps. Je me souviens de phrases qu'il m'a dit. Puis lui, quoi, sa façon d'être au cinéma m'accompagne, en fait. Mais je peux pas dire que quand j'attaque un film ou que quand j'écris un scénario, je me dis ah ouais, ça va être comme tel film de Piala. Il est plus présent que ça, en fait. Il y a un acteur de Soupçonner Satan dans cette famille. Et du coup, j'ai pas répondu il y a un acteur de Soupçonner Satan. Oui. Alain Arthur. Qui n'est pas un acteur, en fait, qui est un technicien de Piala qu'il avait pris comme acteur et qui est super d'ailleurs. Qui a un naturel absolument incroyable. Et donc, vous m'avez demandé si j'aurais pu jouer le rôle de McCain. Pas dans cette version-là. Dans la version foudingue, complètement braque, je ne saurais pas le faire, je crois. Pas aussi bien que lui, en tout cas. Mais par contre, je suis beaucoup plus proche du rôle de McCain dans ma famille. Pour l'écrire, je me suis beaucoup inspiré des remarques. Quand on lui fait des remarques sur ses films à table, c'est bien pire, c'est très atténué. Là. Il y avait une autre question? Non? Bonsoir. Bonsoir. Par rapport au film, moi j'ai été très émue et j'aime beaucoup Emmanuelle Berco en tant que réalisatrice et comédienne. Je voulais savoir si vous l'aviez beaucoup dirigée ou pas, parce qu'elle
Elle est quand même assez Pas incroyable. tant que ça, pas tant que ça. Souvent, elle me disait, ah, mais tu pas, je veux le faire plus comme ci, comme ça. Je disais, non, non, fais-le comme ça vient, c'est très bien. Elle me disait, mais arrête de me dire que j'ai l'air folle sans rien faire. Il y avait des improvisations. C'était ça, le... Donc, il y avait Mais arrête, tu me dis que j'ai l'air folle sans rien faire, c'est pas possible. Mais Et c'est un peu ce que je voulais lui dire. Mais c'était une improvisation, il y avait beaucoup de choses écrites. Ah non, c'est pas du tout improvisé. Ah oui. Et c'est impossible. Alors, il faut quand même dire, il y a beaucoup de fantasmes autour de l'improvisation, mais l'improvisation ne produit pas un effet très naturel. C'est-à-dire que pour obtenir quelque chose d'un peu vrai et naturel, il faut que ça soit écrit, en fait. L'improvisation, tout à coup, l'acteur, mais alors pas ce que j'appelle moi l'âme de l'acteur, mais la personnalité de l'acteur prend trop le pas sur le personnage dans l'improvisation. Non, mais il y a des petites choses improvisées. Non, on a fait des impros en répétition. C'est-à-dire que quand je lisais, par exemple, Vincent Macaigne, il m'a suggéré pas mal de trucs. Voilà, mais c'est retraité, en fait. C'est réintégré au dialogue, c'est réfléchi. Mais sur le tournage, moi, j'aime pas l'improvisation. Et puis, surtout à cause de ce problème d'impatience que j'ai, c'est que l'improvisation, ça étale les scènes, en fait. Ça les dilue. Ça devient très long, c'est pas ramassé, quoi. Donc en fait, moi, ça me plaît pas tellement. Et bizarrement, les gens me posent souvent la question de l'improvisation sur mes films, il y en a pas tellement. Non, ce qui est très improvisé, c'est les petits délires entre eux, là. Le film dans le film, quand il la filme. Et j'avais une autre question par rapport à Sylvie Piala. Est-ce qu'elle vous dirige beaucoup en tant que productrice ou est-ce qu'elle vous laisse une totale liberté? Bah moi, je trouve que le rapport du producteur, c'est une bonne question parce que je trouve que un producteur doit être avec un réalisateur comme un réalisateur doit être avec les acteurs. Mais alors donc, du coup, pour moi, ce que j'aime bien, c'est qu'ils soient comme moi, je suis avec les acteurs. C'est-à-dire de me laisser de l'espace. Donc, ouais, elle parle beaucoup, oui, elle est assez autoritaire, elle a quand même des idées assez arrêtées, enfin, elle a des convictions, ça c'est super. Elle peut... Mais bon, voilà. Non, mais en même temps, elle a vécu avec un cinéaste, elle sait... Non, elle connaît l'espace du metteur en scène, non, elle n'est pas très directive, mais moi, avec moi, ça marche pas très bien, l'autorité. Je suis assez rebelle à l'autorité. Enfin, il faut que ça soit subtilement fait, quoi. Oui. Du coup, j'avais une question. Déjà, je voulais juste vous dire, j'ai beaucoup aimé le film. J'en avais pas beaucoup entendu parler en 2019 et je l'avais pas vu à sa sortie, mais ça m'a vraiment soufflé. Là, j'étais très impressionnée. Et aussi, je voulais vous demander par rapport à la lumière. Toute la première partie du film, elle est très filmée avec des fenêtres et en extérieur, et vous arrivez à faire en sorte que ce soit jamais surexposé ou sous-exposé, même quand les personnages ils sont en contre-jour. Et toute la fin, elle est hyper ciselée, en fait, j'ai envie de dire, avec les lumières jaunes et à la bougie, même pour le gâteau. Et on voulait savoir comment vous avez travaillé avec ça. Bah ça, c'est vraiment des questions pour le chef-op. C'est pareil, hein, le chef-op, il a aussi son espace. Alors, j'ai fait 3 films avec Yves Kep qui sont vraiment de nature très différente, parce que les 2 autres, on n'a quasiment pas éclairé. Hein, c'est des films vraiment... Et Yves Kep, il est très fort dans la lumière naturelle. C'est pareil, la lumière naturelle, c'est vraiment... Il suffit pas juste de filmer, quoi. Il y a une façon de la traiter. Et là, c'est un film plus éclairé, un peu plus théâtral, justement, dans son dispositif. Mais la difficulté, c'était ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que je voulais que tout le monde soit à l'image tout le temps, et que les plans ne s'arrêtent pas, et qu'il y ait le moins de coupes possible. Donc ça, c'est une difficulté pour un chef opérateur. C'est pas comme d'éclairer au plan par plan. Donc, l'idée, ouais, c'est toujours pareil, c'est de laisser rentrer la vie, quoi. Donc la lumière des fenêtres, c'est de la vie, en fait. Et la lumière naturelle, ce qu'elle a de formidable, c'est qu'elle elle bouge tout le temps, la lumière naturelle. Il y a un nuage qui passe pas, le soleil n'arrête pas d'avancer, en fait, même quand on croit qu'il avance pas. Donc en fait, il y a une vibration dans la lumière naturelle qu'on n'aura jamais avec un projecteur. Donc moi, au plus on peut privilégier le projecteur soleil, au mieux c'est pour moi. Bonjour, alors c'était magnifique. Moi j'ai juste une question par rapport à gérer vous avez parlé de gérer la lumière, le réel. Quand on doit faire une scène qui joue sur la pluie, combien de temps on attend?
Ah bah c'est de la fausse pluie. Hein. Ah, c'est la faute, même de l'extérieur. Ah bah ouais, surtout. Ouais. Ah bah si Je me suis dit, ah bah là c'était l'enfer. Parce qu'en plus on était en plein été. Oui, C'est même pas ça qu'on attendait, c'était des jours gris. d'accord. Parce qu'on peut pas tourner, on peut pas faire des scènes de fausse pluie avec du soleil, ça marche pas du tout. Ok. Donc on avait repéré qu'il y avait vaguement quelques jours gris, encore le soleil. On se bagarrait avec le soleil. Non, c'est de la pluie, on nous balançait des trompes d'eau sur la figure. Non, mais ça marche très bien, la fausse pluie au cinéma. C'est un des trucs qui marche le mieux. En fait, on met un rideau de pluie devant la caméra, entre la caméra et les acteurs, et on balance un peu d'eau sur les acteurs quand même, qu'ils aient l'air mouillés. Vraiment, c'est un des trucs qui marche le plus facilement, c'est la fausse pluie. Comme ça. Et sinon, la remarque que vous avez faite sur Ozu, elle parle aussi pas mal de votre manière de filmer à vous aussi. De quelle partie ouais, vous avez dit que les remarques qu'on vous fait. Alors développer, parce que je trouve qu'en fait, ce que je trouve passionnant dans ce film, c'est qu'il y a. En fait, vous filmez à la hauteur du spectateur. Enfin, en fait, de comment est-ce que le personnage vivrait, ce qui est assez quelque chose d'agréable, on va dire. C'est-à-dire qu'on a l'impression, en tant que spectateur, d'être à même la scène. Et j'ai l'impression qu'il y avait une sorte de réflexion sur votre manière de tenir la caméra, sur regarder d'au-dessus ou d'en dessous, quand vous avez fait ce mini-dialogue. Je me demandais à quel degré vous parlez de votre manière de réfléchir au film. Bah, je me moque aussi d'un cinéaste un peu qui se prend la tête, en fait. Il est là, il arrive avec sa caméra. Bon, en plus, il manipule tout le monde, hein, parce qu'il fait croire, je me souviens plus bien, mais il fait croire qu'il fait un film sur la journée. Sur la famille. Mais il dit pas qu'il est en train de faire un film sur sa sœur, qu'il fait déjà depuis un moment, en fait. Que c'est censé être le climax de son film. Donc voilà, Moi, ce qui me faisait marrer, c'était la place de l'artiste, ou du soi-disant artiste, dans une famille où personne d'autre est artiste, en fait. Et il est là, et il voudrait que ce rôle-là soit considéré. Mais je me souviens plus bien du dialogue sur Ozu, c'est une vanne, non? En fait, il filme d'en haut et il suggère... Non, il fait une théorie à sa copine en disant je vais faire un plan à la Ozu, on voit tout le monde, un plan large et tout. Et elle se fout de sa gueule en disant oui, mais si tu veux faire un plan à la Ozu, il faut te mettre par terre. Et il dit bah non, oui, mais il mange en bas au Japon. Je m'en souvenais même plus. C'était une vanne, hein. C'était surtout pour me moquer de lui. Il y a une question peut-être en haut. Oh, attends, on a jusqu'à la présentation de l'ennui. C'est à 19h. Oui, c'est ça. Alors j'ai une première question. Est-ce que vous prenez toujours des stagiaires? Ça dépend de votre tête. Non, sinon ma question c'est quel est votre rapport au sound design? Oula, en anglais. Moi, je prends pas de stagiaires, mais les tournages consomment beaucoup de stagiaires. Mais je les choisis pas parce que c'est très. Les rares fois où j'ai choisi des stagiaires, ça les a mis toujours dans des situations très indélicates. C'est-à-dire que le stagiaire ne travaille pas directement avec moi, il travaille avec un assistant qui lui-même travaille avec un chef de poste qui lui-même travaille avec moi. Donc une fois pour toutes, j'ai décidé que chacun constituait son équipe. Et du coup, il était responsable de la qualité des gens qui choisissaient. Le sound design, le montage son, le son, la bande son du film à la fin. Exactement, avec les bruitages et tout. Le son, c'est une matière passionnante, hein, ça pourrait faire l'objet d'un débat tout entier. On peut... Moi, j'ai été contacté par des chercheurs en émotion cognitive qui étaient intéressés de mettre en comparaison le travail d'un cinéaste et les recherches qu'ils font eux. Et ils ont aussi contacté des acteurs. Bon, ils ont contacté tout un tas de gens et on a fait 2 jours de colloque où on a un peu échangé. Et moi, je me suis inclus dans ce travail-là que par le son. Je leur ai montré une scène brute au montage, sans montage son, sans mixage. Et puis j'ai montré la scène mixée et j'ai montré comment on pouvait vraiment modifier l'émotion du spectateur par le son. Et en plus, je pense que quand un film est raté à l'image, on peut s'en défendre. C'est-à-dire qu'on peut, nous, spectateurs, corriger les choses. On peut se dire, j'aimerais être plus près, plus loin, c'est moche, c'est beau. Enfin, bon. Quand un film est raté au son, on le subit, mais on ne peut pas s'en défendre, en fait.
C'est-à-dire que quand les voix sont pas au bon niveau, quand la musique est pas au bon niveau, quand le montage son est trop chargé ou trop large, c'est-à-dire qu'on entend des sons là-bas, alors que l'action se passe là, on subit le son, il y a une gêne d'attention, il y a une gêne émotionnelle, mais on peut pas l'analyser et c'est très très dommageable le film. Donc moi c'est vraiment, je passe beaucoup de temps avec les monteurs son, je passe beaucoup de temps au montage, au mixage, à toujours essayer que les ajouts soient dans le sens émotionnel du film, voilà, narratif en fait. Je veux pas que ça soit décoratif, je veux que ça soit narratif. Donc des fois je dis hop, il y a du silence et là ça fait beaucoup d'effets, ou des fois il y a un son trop fort, mais ça, si c'est dans le sens de la narration, alors pour moi c'est formidable. Mais ça revient au débat sur la forme et le fond. La forme ne m'intéresse que si elle est au service du fond en fait. La forme pour la forme, pour moi ça n'a pas de sens. Et pendant longtemps, je crois que le mixage de l'ennui vous a servi de référence. Ouais, c'est marrant de utiliser ça, parce que l'ennui, on a eu une coupure budgétaire à mi-mixage en fait. On a mixé les paroles, et je m'en suis vraiment, pour Procès Goldman, je me suis beaucoup servi de cette expérience. On a mixé les paroles du film, et puis on a mis trop de temps, et le producteur s'est énervé, et il a dit c'est fini, le mixage, c'est fini, vous avez pris trop de temps. Donc on a rajouté 3 sons à la va-vite, et en fait, le mixage de l'ennui, c'est un pré-mix parole en fait. Un pré-mix parole avec vaguement une petite pluie rajoutée, une petite sirène, enfin bon, 3 fois rien quoi. Et après, j'adorais le mixage de ce film. Je trouvais que le film allait tout droit, qu'il était très pur, très limpide, voilà. Et donc, souvent, je me suis dit, l'assisement, comme disent les Américains. Il y a d'autres questions? Moi, je vous entends, je peux répéter les questions plus fort. Vous avez un projet de film prochain? Est-ce que j'ai un projet de film? Pas vraiment, mais si j'avais, je raconterais pas. Non, je dis ça, c'est pas pour faire malin, mais c'est parce que on parle déjà beaucoup des films quand on les a fait, depuis un moment et même depuis un certain temps. Alors je trouve que quand même la genèse des films, je trouve que ça doit être un moment un peu secret, quoi. C'est aussi c'est pour garder l'énergie, l'envie des choses. Ouais, j'ai des idées. Le temps qu'on me laisse faire des films, je vais en faire. Bonjour. Bonjour. Eh bien, vous avez dit que vous identifiez beaucoup aux enfants dans ce film et que l'héritage était très important pour vous, mais ça revient aussi dans le procès Goldman. Oui, bien sûr. Et dans La vie sauvage, apparemment, puisque on suit des enfants. Pourquoi est-ce que l'héritage, c'est un sujet qui revient toujours dans votre cinéma, qui est aussi important? Je trouve que c'est important tout court. C'est la conclusion de Kiechman, dans sa plaidoirie, il dit on ne guérit jamais de son enfance, je crois. Moi, cette phrase, elle me bouleverse, par exemple, cette phrase de Kiechman. Parce que c'est comme ça, j'ai l'impression qu'on se bat toute sa vie avec l'héritage, quoi. On en veut à nos parents, on est en colère contre eux, on leur attribue peu de choses, parce que finalement quand on réussit des choses dans sa vie, que ça se passe bien, on se dit pas que c'est grâce à nos parents, on leur en veut plus de nos échecs que de nos réussites, donc on est un peu ingrat avec nos parents. En même temps, on subit beaucoup de choses, quoi. Enfin, voilà, et puis je trouve aussi qu'il y a un âge où on doit aussi se dire qu'on est responsable de sa vie, mais voilà, et puis on met du temps à comprendre aussi pourquoi ces choses de l'enfance qu'on porte, mais qu'on comprend pas toujours en fait. Enfin, je pense que le cinéma, mais tout le monde est chargé de ça. En plus, je crois que c'est un lien très profond avec l'enfance de faire du cinéma. Je pense qu'on veut prolonger un état d'enfance. Justement, c'est un terrain de jeu, le cinéma. Même sur un tournage, on voit bien que les acteurs, ils sont dans un périmètre auquel les autres n'accèdent pas. Il se passe quelque chose entre les acteurs. L'acteur, c'est pas l'enfant d'ailleurs. C'est un enfant. Oui, là, et c'est comme une aire de jeu. Vous voyez les parents autour de l'aire de jeu qui surveillent leurs enfants, mais l'adulte n'entre pas dans l'aire de jeu. Et c'est pour ça que c'était une expérience si forte pour moi d'être dedans dehors. Parce que j'étais dedans et que ça créait un peu de frustration pour l'équipe technique. Ils se sentaient abandonnés en fait. Vous avez l'impression que moi je m'amusais pendant que eux ils portaient le film en fait.
Et il trouvait ça injuste. Et souvent, il m'appelait, il me disait ça et ça. Je disais, fais comme tu veux, fais comme tu veux. Je dis, profites-en, je joue, prends tes libertés. Et cette liberté-là, elle les intéressait pas du tout. Ils voulaient que je sois là avec eux, quoi. Et moi, j'étais très heureux. Ça me rendait très heureux d'être avec les acteurs. Et de temps en temps, j'avais pas envie qu'on me réveille, qu'on me dise, viens, il y a des problèmes d'adultes à régler, quoi. Donc, je pense que c'est un lien très fort avec l'enfance, de faire des films, et alors de jouer encore plus, d'être acteur. Moi, je suis acteur par hasard, et sur le tard, hein, ça m'est arrivé il y a 10 ans, mais en faisant l'acteur, j'ai découvert que ce que ça pouvait être d'être joyeusement sur le tournage. Jusque-là, j'étais toujours dans la responsabilité, dans l'accablement, dans le souci du film. Et alors là, quand je suis acteur, je m'en fous, quoi. Je m'en fous du résultat, c'est pas mon problème. Moi, je veux juste vivre l'instant présent. Il y avait, je crois, une question juste Là aussi. Ouais. J'ai une petite question. Tout à l'heure, vous disiez Je vais répéter. Vous disiez le fou de la famille. Le fou du roi. Est-ce qu'il y a une pathologie particulière que vous vouliez décrire C'est une question sur le fou de la famille. Par rapport à cette femme, oui. Elle est inspirée de quelqu'un de ma famille, en tout cas. Hein. Est-ce que vous vouliez parler d'une pathologie particulière ou... Alors, la personne dont je m'inspire, il y a eu plusieurs hypothèses. Il faut quand même comprendre, tout le monde n'a pas de... Enfin, tout le monde a plus ou moins fréquenté la maladie mentale, c'est quand même très répandu. Le diagnostic est compliqué dans la maladie mentale, c'est toujours un peu des hypothèses. La question c'est, qu'est-ce que je pense dont souffre cette femme? J'étais étonnée de l'emploi du mot le fou. Je pense qu'elle est même psychotique, je peux aller plus loin. Hein. Le mot fou, il est très flou. Vous le trouvez trop fort par rapport à ce que vous avez vu? Je me demandais si vous aviez voulu décrire et montrer une pathologie particulière. Je pense qu'elle est psychotique. Peut-être des gens me contrediront. Enfin, elle a beaucoup de choses qui correspondent à la psychose. On dit aussi dans le film que son père était psychotique, en tout cas qu'il s'est suicidé. Ça, c'est quand même avéré, que c'est souvent sur plusieurs générations. Voilà, elle a pas pu s'occuper de sa fille, qu'elle a laissée à ses parents. Il y a toute cette paranoïa sur l'argent, mais de la paranoïa qui est aussi construite sur des éléments de vérité. Après, vous savez, la connaissance sur la maladie mentale, on est qu'au début. Hein, je fais deux hypothèses. Je dis qu'elle est psychotique et en même temps, je dis que c'est la famille qui est dysfonctionnelle et qu'elle est l'objet de cette famille. Donc, et puis, vous savez, les fous, ils pensent qu'ils sont pas fous. Ça, c'est très fort chez les gens. Ils pensent que le monde est fou. Non, je sais pas. Non, mais je veux bien. Peut-être vous avez un avis là-dessus. Il faut que vous montiez votre micro. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Oui. Mais pour vous, elle est folle ou pas? Je sais absolument pas. Non, mais je laisse cette possibilité. Je sais, c'est justement une question à laquelle je ne sais jamais répondre quand je suis face à des personnes comme ça. Ouais, même la question du soin, c'est compliqué. Hein. Elle veut pas se soigner. Elle le dit, elle dit qu'elle est pas dingue. Hein. Elle dit, elle est pas dingue. Elle dit, c'est vous qui êtes tous dingues. Non, elle le dit pas, non. Et la question du soin, c'est pareil. La mère veut pas être dans le déni. Elle dit qu'il faut qu'on la laisse tranquille. Et le rôle que je joue, lui, il est un peu autoritaire avec ça. Et qui a raison? Personne. Voilà. Je sais pas. Enfin, moi, j'ai beaucoup de cas comme ça dans ma famille, mais tous les gens qui ont vécu ça, c'est très compliqué pour les familles de gérer ça. Et en plus, les familles sont très mal placées pour gérer ça parce qu'elles n'ont pas la bonne distance avec. Et puis souvent, elles sont le venin. La famille voudrait être la solution, mais elles sont aussi le venin. Donc ça ne fait que se nourrir. Donc c'est sûr que quelqu'un qui a des problèmes d'instabilité psychique, il est mieux dans les mains de professionnels que dans les mains de sa famille. Ça, c'est sûr. C'est la seule chose que je peux affirmer. On va terminer là. Ouais, là on part sur un autre sujet. Voilà. Merci beaucoup. Je rappelle, à 19h, la collection en ligne, c'est en salle Franjus. Avec Yann Delay.